Donc, je me présente, donc c'est Denia Toumi de la Banque de Lubac. Je suis directrice régionale de la région Grand Est. Et donc, je représente la Banque de Lubac aujourd'hui au salon Crypto XR que l'on a l'honneur de sponsoriser. Et je suis venue accompagnée de Jean-Baptiste Sicard qui va se présenter. Oui, merci Denia. Donc, effectivement, Jean-Baptiste Sicard, je m'occupe de tout le département crypto chez la Banque de Lubac. Donc j'ai rejoint récemment et alors pour la petite anecdote, je suis un ancien entrepreneur, donc et ce qui m'a intéressé de rejoindre de Lubac, c'est que c'était la seule banque très crypto friendly. Et donc je vais laisser Denia, ma collègue, décrire notamment l'offre que nous réservons aux entreprises, aux sociétés du Web3. Alors avant de rentrer dans le détail de l'offre, je vais peut-être vous présenter un petit peu la Banque de Lubac pour comprendre un petit peu sa philosophie. Donc la Banque de Lubac a été créée en 1924, donc c'est pas une toute jeune banque. Elle a l'honneur cette année de fêter ses 100 ans. Elle est dirigée par des associés personnes physiques, donc par la famille de Lubac, donc troisième génération, et également la famille Bialkiewicz qui a rejoint la banque en 1988. Et aujourd'hui, on a la deuxième génération avec Joël Alexis Bialkiewicz, qui est finalement le précurseur au sein de la banque sur la partie Web3 et comment on accompagne aujourd'hui les entreprises du Web3 puisqu'il mine depuis 2011. Donc vous comprenez pourquoi la banque de Lubac apprécie ce secteur d'activité. C'est tout simplement parce que un de nos associés gérants est fin connaisseur du secteur d'activité. Je me permets de rebondir dessus. C'est une nouvelle fois la seule banque au monde où on a la tête de la banque, le président de la banque, qui est un mineur de Bitcoin depuis 2011, qui est docteur en mathématiques et qui, comme vient de le préciser Denia, qui est effectivement c'est lui qui insuffle au sein de la banque la volonté de transformer la banque en banque Web 3, c'est-à-dire 3.0. On pourra rentrer un peu dans le détail parce qu'on ne transforme pas une banque traditionnelle en banque de dernière génération du jour au lendemain. Donc ça va être un long chemin, mais on a déjà quelques offres à vous présenter aujourd'hui. Voilà. Et donc la Banque de Lubac étant totalement privée et totalement indépendante, elle lui permet aujourd'hui d'intervenir dans ce secteur-là puisqu'elle ne dépend pas d'autres sociétés. Nous ne sommes pas cotés en bourse. Donc la stratégie aujourd'hui, elle est portée par nos associés gérants. Donc je vais vous partager déjà les valeurs de la banque. Donc il y a 4 valeurs qui nous déterminent. Donc on a tout d'abord l'indépendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que la banque soit totalement privée. Nous avons aujourd'hui le privilège de pouvoir choisir notre stratégie et surtout de continuer notre développement et d'innover continuellement. On a parlé, alors je vais juste faire une parenthèse, on a parlé de l'environnement crypto, mais en parallèle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Delupay. C'est une solution aussi de paiement totalement déconnecté du réseau carte bancaire. Donc ça aussi, c'est des projets aujourd'hui que la banque porte pour pouvoir continuer son développement et participer à tout cet écosystème de développement de solutions de paiement innovantes. En termes d'engagement, aujourd'hui, la banque, elle a une approche plus de qualité. Donc, on va pas aller chercher à faire du quantitatif comme d'autres établissements bancaires. On va chercher à faire du sur-mesure, à avoir de l'expertise avec des personnes qui sont formées en interne pour pouvoir accompagner tous les secteurs d'activité. Et Dieu sait que dans le secteur de la crypto, chaque projet est différent. Donc, à nous de nous former pour que derrière, on puisse vous accompagner au mieux sur ces différents sujets. Et donc, comme je précisais ici, finalement, le défi, c'est d'accompagner chaque client pour répondre à ces problématiques du quotidien. La Banque de Lubac, comme j'ai dit tout à l'heure, donc elle fête cette année ses 100 ans. Nous avons aujourd'hui plus de 350 collaborateurs, ce qui est une belle performance parce qu'il y a encore 2 ans en arrière, la banque a recruté massivement plus de 120 collaborateurs, puisque la politique de la banque, c'est d'être sur l'expertise et surtout sur la proximité. Donc la banque étant ardéchoise initialement et plutôt sur Paris, elle a choisi d'avoir un développement au niveau national pour être au plus près de ses clients. Donc aujourd'hui, nous sommes présents sur les grandes métropoles françaises, mais également en Outre-mer, à l'île de la Réunion. Donc aujourd'hui, on a 15 implantations et sur les chiffres de 2022, nous sommes à 33 millions de chiffres d'affaires, mais qui sera fortement en hausse sur l'année 2023. Donc pour présenter les différentes activités de la banque, parce que la banque ayant 100 ans, nous n'avons pas fait uniquement de la crypto. À la base, nous sommes des banquiers, on va dire, d'affaires. Donc nous accompagnons des entreprises de toute taille.
de tout secteur d'activité et sur du financement court terme, moyen terme, comme tout établissement financier. Mais la spécificité de la banque des entreprises au niveau de la banque de Lubac, c'est qu'elle a toujours eu la volonté de se spécialiser sur des marchés de niche. Donc là, on a parlé de la partie crypto avec l'enregistrement PSAN. C'est la première banque française à avoir obtenu cet enregistrement. Aujourd'hui, on est en recherche d'agrément pour pouvoir répondre à cette problématique de MiCA. Donc, c'est aussi pour vous, en termes de conformité, en termes de traçabilité. Donc, on parle de la blockchain, on parle de tout cela. Mais c'est aussi important d'avoir une banque qui est PSAN. Donc certes, on parle de finances décentralisées, mais le fait d'avoir un intervenant PSAN, ça permet aussi de conforter votre projet et de vous accompagner de façon sereine dans la durée. Et au-delà de ça, la banque de Lubac, c'est aussi la banque qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises exportatrices et importatrices au niveau international, donc sur les pays dits complexes. Donc on est la seule banque en France aussi à travailler ces sujets-là. Donc, ça demande aussi beaucoup de conformité. Donc, la banque a choisi d'établir et d'avoir des services conformité dédiés à chaque secteur d'activité, donc Web3, et également pays sensibles, au-delà des activités traditionnelles de toute banque. Pour donner un exemple, la banque de Lubac a les mêmes agréments que BNP Paribas. Donc, c'est vraiment, on est capable d'interagir dans tous les métiers de la banque, que ce soit du deposit, du crédit, vraiment on est très large. Et l'autre particularité sur le PSAN, c'est à ma connaissance une des rares banques à avoir l'agrément. C'est pas une filiale qui est PSAN, c'est pas une filiale de la banque, c'est vraiment la société mère, donc la banque qui est devenue qui a cet enregistrement PSAN et qui a vocation à obtenir l'agrément incessamment sous peu. On est dépendant de la CPR, comme vous le savez, sur ce sujet. Voilà. Et pour parler plus largement de la banque, même si c'est pas forcément la partie que je représente, la banque de Lubac, c'est aussi la banque des administrateurs de biens, donc tout ce qui est syndic de copropriété. C'est également la gestion de patrimoine. Donc c'est aussi important sur la partie crypto parce que naturellement, ces sujets-là seront aussi travaillés sur la partie gestion de patrimoine et sur la partie banquier privé, puisque notre participation à cet écosystème, c'est pour accompagner les sociétés, donc les corporates, peu importe la taille, ou les fonds d'investissement, mais c'est également accompagner les institutionnels et également les particuliers. Et donc la partie banque judiciaire, donc là qui est un petit peu moins sympa, c'est accompagner les entreprises qui sont elles en difficulté sous procédure. Mais au moins il y a une continuité. Donc quelle que soit, on va dire la santé financière de l'entreprise, la banque de Lubac a des solutions à toutes les situations financières d'entreprise. Ouais, et d'ailleurs, c'est un des métiers qui est abandonné par les banques traditionnelles que la banque de Lubac a décidé de reprendre et de développer. Enfin, c'est historique à la banque. Mais ça montre bien les spécificités, le fait que la banque se positionne sur des métiers de niche bancaire et le Web3 en fait partie notamment. Exactement. Donc pour conclure cette slide, donc la banque de Lubac, elle est dynamique, elle est sans cesse dans l'innovation. Pour preuve, la banque était présente encore début janvier au CSE de Las Vegas sur la partie crypto, mais également sur la partie de l'UPay pour mettre en avant ces solutions de paiement qui effectivement a tout son sens dans cet écosystème. Donc comme je l'ai dit précédemment, donc 2011, notre associé gérant, donc Joël Alexis Bialkiewicz, minait. Donc c'est de là où a commencé tous ces sujets, on va dire crypto, mais il ne pouvait pas les intégrer à la banque de Lubac pour la simple et bonne raison que le secteur d'activité n'était pas du tout régulé. Donc compliqué pour une banque qui est sous la tutelle de l'AMF et de la CPR de pouvoir onboarder des clients et cette problématique de crypto-actifs. Par contre, dès 2018, avec la genèse de la loi Pacte, on a pu justement commencer à travailler sur des projets pour pouvoir intégrer ces solutions et mettre en place des dispositifs pour onboarder en toute conformité ces clients-là. Et donc, dès lors que l'on a obtenu l'enregistrement PSAN, nous avons commencé à accompagner les entreprises ou les fonds d'investissement dans l'onboarding des comptes bancaires. Parce que souvent, les clients se sont retrouvés dans des situations un petit peu délicates où le secteur d'activité était boudé par les banques, clairement, pour la simple et bonne raison que quand on entendait Bitcoin ou autre, c'était plutôt on n'y va pas. Et des clients qui parfois étaient onboardés dans des banques se sont retrouvés avec un délai de 60 jours pour trouver une autre solution bancaire. Donc là, au sein de la banque de Lubac, vous travaillez avec nous en toute transparence. Il n'y a pas de sujet tabou. Et à partir du moment où le compte est ouvert, à partir du moment où on a onboardé, on a fait notre travail de banquier,
eh bien là, vous n'avez plus de problématique. Donc, vous pouvez continuer votre développement au sein de votre entreprise sans avoir de problématique de mon compte risque d'être clôturé parce que je mine, parce que je vais investir dans des cryptos pour X montant. Et derrière, je risque d'avoir le signal, l'inspection générale de telle banque qui risque de tomber et puis une sanction qui est parfois délicate. Et puis en plus de vous accepter, c'est surtout on comprend les sociétés que vous pouvez créer, que ce soit dans les différents secteurs d'activité. Donc ça, c'est important d'avoir un interlocuteur bancaire qui peut comprendre les spécificités de votre startup, et ça fait partie des points clés aussi de la banque. Du coup, je vais te laisser la main, Jean-Baptiste, sur la partie blockchain et cryptoactifs, les fondamentaux. Alors, exactement, sur l'autre slide. Alors, l'objectif de la banque, avant tout, l'objectif final, c'est de devenir une banque 3.0. Alors, ce qui signifie quoi? C'est vraiment transformer la banque, la mettre sur la blockchain, mais comme vous imaginez bien, on transforme pas donc cette banque traditionnelle avec un core banking existant, donc toute une infrastructure existante et des clientèles existantes, en une néobanque comme on en voit certaines. Donc il y a toute une transformation. Et ce qui est important aussi, c'est de voir l'appétit qu'ont les investisseurs. Aujourd'hui, vous êtes issus du milieu des cryptos. Pour vous, c'est vous vous êtes les pionniers à y initier, mais le marché n'est pas encore démocratisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore des banquiers privés qui vont proposer à leur clientèle et notamment mettre ça dans une allocation d'actifs globale, c'est-à-dire un portefeuille comme on a un portefeuille action, un contrat d'assurance vie, avoir un compte crypto. Donc c'est l'objectif de la banque, c'est de pouvoir proposer à cette clientèle, s'adresser à ces clientèles en ouvrant un compte aussi simplement qu'on ouvre un compte titre, d'ouvrir un compte crypto. Et le constat que nous avons fait, c'est effectivement, comme on le voit sur ces chiffres-là, de tous les investisseurs traditionnels versus ces nouveaux investisseurs. On voit bien l'appétit de tous les nouveaux investisseurs. Et d'ailleurs, ces deux communautés qu'on met en opposition, alors que pour moi, elles doivent se rejoindre, quoi qu'il arrive. Il y a de plus en plus d'ailleurs de personnes de la sphère crypto qui ont compris ça et donc qui commencent à créer des passerelles entre la finance traditionnelle et bien évidemment la DeFi. Et normalement, ces chiffres devraient complètement s'inverser à terme, parce qu'on devra avoir une meilleure répartition et des crypto-monnaies aussi acceptées par la clientèle traditionnelle bancaire. Là, on se projette d'ici 5-10 ans, le temps que ça se démocratise. Madame Michu n'est pas encore prête, mais on va y contribuer. Sur le pilotage, ce que j'ai dit, le risque et défi effectivement de la banque aujourd'hui, c'est de se transformer. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est une banque, on ne peut pas innover aussi rapidement qu'une start-up. Comme vous l'imaginez, les informaticiens, c'est pas une question de compétences, c'est qu'il faut complètement transformer à la fois l'IT, donc tous les informaticiens qui sont basés sur des technologies, on va pas dire obsolètes, mais parce qu'on en a toujours besoin, et des codes complètement différents, parce que on arrive dans des spécificités puis une vision qui est complètement différente. Donc, il faut réussir à créer au sein de la banque une infrastructure, une IT qui est capable de digérer à la fois les projets existants et les nouveaux projets. Donc le vrai défi, c'était ça. Le deuxième défi qui concerne la banque en tant que telle, c'est que la banque, c'est avant tout la gestion des risques. Et donc forcément, elle doit laver plus blanc que blanc en termes de contrôle. Donc les autorités de tutelle qui nous suivent, c'est la même chose. Elles vont être d'autant plus exigeantes avec un acteur bancaire que une start-up qui va te demander, même avec un enregistrement PSAN, pour des raisons évidentes, c'est qu'il y a déjà un gros volume de clientèle qu'il faut réussir à justement accompagner. Donc ils vont être d'autant plus vigilants sur tous les process de contrôle qu'on peut mettre en place. C'est la grosse difficulté qu'on peut rencontrer, et notamment pour la demande de l'agrément MiCA qui est en cours. Sur la volatilité, j'en parlerai pas. Ça, je pense que vous connaissez très bien cette classe d'actifs. Vous savez que c'est plus volatile que certains instruments financiers, alors notamment des obligations, ça c'est évident, mais même des actions. Donc c'est le point de vigilance qu'on met en avant. Aujourd'hui, au sein de la banque, l'idée c'est de pouvoir proposer un ensemble de services sur le Web3. Donc on
le premier service qu'on va proposer, c'est notamment un parcours simplifié sur l'achat et la vente de quelques crypto-monnaies. Alors, ce service devrait voir le jour normalement dans quelques semaines. C'est une question de semaines, on n'est plus en question de mois. Ça a pris du retard pour les raisons que je vous ai évoquées, c'est que faut du temps pour mettre ça en place et surtout s'adapter au système existant. Toutes les évolutions à venir, donc il y a beaucoup de choses qu'on est en train de réaliser, notamment qu'on va essayer de développer, que ce soit la tokenisation des actifs financiers classiques, et notamment s'appuyer sur toute la partie, la branche, la filiale de la banque qui est l'asset management, qui a toute une gamme de fonds qu'on va enregistrer, mettre sur la blockchain, enfin plutôt tokeniser, pour s'ouvrir un nouveau marché, et notamment parce qu'il y a quelques acteurs de la blockchain qui cherchent des fonds monétaires, parce qu'on a quelques acteurs qui sont déjà mis sur cette brèche, mais c'est plutôt des acteurs américains. Donc là, on serait la première banque française à proposer une gamme de fonds complète, tokenisée, en sachant qu'il y a quelques sociétés de gestion qui sont en train de l'initier, mais là, l'idée, c'est de le faire vraiment en interne. On a plusieurs cas aussi de développement sur des programmes de rendement qu'on va développer. On va s'appuyer sur des startups, donc ça, faudra pas hésiter aussi à nous solliciter, parce qu'on va pas pouvoir tout faire. On essaye de s'appuyer sur les technologies et des bonnes innovations qui ont été réalisées par certains acteurs, notamment, je sais quand on a une startup, on est très innovant, on a beaucoup d'idées, et nous, on a une capacité à pouvoir les réaliser. Donc ça, c'est tous les axes de développement qu'on va pouvoir avoir. Et derrière, on a plein de cas d'usage. Je vais pas tous les énumérer, parce qu'on peut on pourrait passer la journée à discuter de la transformation de tout un métier bancaire sur la blockchain, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir tous les métiers représentés. Donc, que ce soit les ouvertures de comptes société, pour les particuliers, pour les placements financiers, pour le crédit. L'idée, c'est vraiment de proposer une solution globale sur la blockchain. Le marché qui est important, bon, ça, vous le savez, le potentiel qu'on a sur le marché des cryptos arrive, puisque on a aujourd'hui toute une clientèle institutionnelle qui n'est pas encore arrivée. Alors, ça, c'est tout ce que les rapports vont pouvoir vous présenter, mais je pense que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, la plupart des caisses de retraite, des mutuelles, des assureurs, des banques ne sont pas sur le marché des cryptos. Ou du moins, je parle bien du marché français et même européen. On commence à en voir, mais c'est microscopique. Donc là, l'idée, c'est de leur créer des passerelles, de les rassurer. Et ce qui ne les rassure pas aujourd'hui, ces acteurs, c'est pouvoir discuter avec un acteur de confiance. Donc c'est le rôle que la banque va pouvoir avoir qui est plus difficile quand on est une start-up, réussir à rassurer ces acteurs. L'idée, c'est de pouvoir proposer à cette clientèle institutionnelle des solutions sur la blockchain, que ce soit en rendement, que ce soit des souscriptions sur du Bitcoin, Ethereum et j'en passe, sur n'importe quelle crypto. À mon avis, ce sera plutôt focus Bitcoin, mais ça peut être un débat. Sur la bancarisation, on l'a évoqué rapidement aussi, l'idée, c'est de pouvoir digitaliser au maximum et proposer des solutions simples et efficaces. Je reste encore convaincu que pour un investisseur classique, c'est très compliqué d'acheter et de comprendre les spécificités d'un wallet. Voilà, ils ne comprennent pas tous ces mécanismes qu'on a sur les cryptos qui n'existent pas sur le marché traditionnel. Donc là, l'idée, c'est peut-être de simplifier en expliquant, en faisant un parcours beaucoup plus pas vulgarisé, mais simplifié. Et sur les impacts des investissements et flux de capitaux, alors, et c'est vrai que ça, vous êtes tous convaincus, donc on va pas épiloguer dessus. Vu qu'on enlève les intermédiaires, forcément, on a des coûts de frottement qui seront beaucoup moins onéreux que la finance traditionnelle. Et sur la partie sécurité, je pense que cette slide aussi, on peut la passer, parce que je pense que vous êtes convaincus des bien fondés du Web3, c'est se protéger avant tout, que ce soit ses données personnelles, mais aussi ses finances. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de garder cette spécificité du Web3 au sein de la banque. Donc, on pourra rentrer dans le détail si vous avez des questions après cette conférence, que forcément, on peut se poser des questions, vu que la banque est un intermédiaire, c'est comment on se positionne là-dedans. Donc, c'est un peu du Web 2.
5, pas du 3.0, on est du 2,5. En sachant que, je répète, mais l'objectif est d'être au 3.0. Ça, on l'a dit tout à l'heure sur les facilités de paiement, la gestion des crédits et les gestions des instruments financiers. On a sur la gestion des crédits aussi beaucoup de choses à réaliser. Mais c'est encore trop tôt pour pouvoir vous en parler. Mais on a beaucoup de cas d'école qu'on aimerait mettre en place justement en faisant des tests pilotes sur que ce soit du crédit pour des sociétés ou du crédit pour des particuliers. Adossé du coup à de la crypto. Adossé à la crypto. Alors pour matérialiser tout ça, donc comme je vous l'ai dit précédemment, la banque de Lubac, depuis son enregistrement PSAN, a pu accompagner une centaine de clients. Donc ça s'est vraiment matérialisé au-delà des ouvertures de comptes. Ça leur a permis de développer leur activité et surtout de s'asseoir sur cet enregistrement PSAN pour pouvoir gagner de nouvelles opportunités commercialement parlant pour les entreprises. Donc voilà, cette innovation a vraiment permis d'accélérer le chiffre d'affaires de pas mal d'entreprises. Et pour ça, alors on se répète un petit peu sur certaines slides ou alors on a été trop bavard, mais voilà, vous avez des équipes qui sont dédiées en région, qui ont été formées spécifiquement sur les problématiques du Web3, parce que nous sommes aussi des banquiers à la base traditionnels où on faisait de la finance classique, donc il a fallu comprendre votre secteur d'activité et se familiariser avec tout le jargon du Web3. Et on apprend aussi beaucoup de nos clients, parce que finalement, les activités étant tellement différentes, on en apprend finalement chaque jour. Et sur les solutions, donc comme l'a dit tout à l'heure Jean-Baptiste, donc nous faisons du sur-mesure et on est aussi preneur des solutions que vous avez pour essayer derrière de l'onboarder, de développer éventuellement des API en interne pour finalement faciliter les opérations des entreprises du Web3. Donc on continue à l'évolution, on continue à l'innovation. Donc voilà, si on a besoin aussi de vous parce qu'on écoute les besoins de l'écosystème et en fonction des besoins, on essaie d'évoluer donc moins vite que vous parce que on reste avec notre statut de banque et on peut pas bouger aussi vite. Mais en tout cas, la volonté est là d'accompagner le secteur et de trouver les bonnes solutions. Et pour ça, au-delà de notre enregistrement PSAN et au-delà de notre capacité à accompagner les entreprises et les personnes physiques qui font de la crypto, on est aussi membre de la DAN. Donc, on a notre associé gérant qui est au conseil de surveillance de la DAN, donc l'Association pour le développement des actifs numériques, qui permet de développer et surtout de se familiariser avec tout cet écosystème. Donc, c'est faire en quelque sorte du lobbying auprès des instances gouvernementales, auprès des institutionnels pour que le secteur soit compris et que le fait effectivement qu'une banque institutionnelle s'intéresse et comprenne le secteur d'activité puisse effectivement rassurer en expliquant que finalement dans le Web3, ce sera demain en fait, on ne pourra pas y échapper et il faut absolument qu'on soit tous convaincus du modèle et qu'on prenne le pas et pour ça il va falloir de la régulation mais également du coup des personnes institutionnelles qui fassent, je mets des guillemets, mais la promotion du Web3 pour que ce soit accepté par le commun des mortels. Donc pour ça, on a des conseillers spécialisés. Donc Jean-Baptiste Sicard en fait partie pour accompagner sur la partie légale, réglementaire, les entreprises qui veulent investir, qui se posent encore des questions sur la partie fiscalité, réglementaire. On peut avoir aussi nos banquiers privés qui peuvent intervenir sur ces sujets-là. Donc voilà, nous sommes toujours en veille continuelle parce que tout évolue. Tout à l'heure, on a eu pas mal de tables rondes où on se rend compte qu'il y a des solutions comme les stablecoins qui sont aujourd'hui non fiscalisées. Demain, avec Mika, ça va peut-être changer. Donc voilà, la vérité d'un jour n'est pas forcément la vérité de demain. Donc il faut qu'on soit tous en veille et qu'on fasse attention à cette évolution et qu'on en prenne bonne note. Et nous, en tant que banquiers, on a notre rôle à jouer sur cette partie-là pour vous accompagner. Et sur l'évolution, comme l'a précisé effectivement Dénia, on est aujourd'hui très présent pour essayer de démocratiser, d'avancer avec notamment la DAN, mais aussi auprès des autres banques traditionnelles pour essayer de les mener au Web3, mais ce qui est pas gagné. Hein. Faut savoir que la plupart des COMEX, des banques traditionnelles, regardent ça de loin ou se moquent encore de ce secteur.
Donc nous, on essaye de vraiment apporter ça et d'apporter de l'innovation et surtout de faire un lobbying omniprésent pour essayer de convaincre l'ensemble des acteurs traditionnels. Alors, sur toute la partie blockchain, on sait que ça révolutionne tous les secteurs, pas que bancaires, hein, tous les secteurs d'activité. Il y a vraiment beaucoup de cas d'usage qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui. La vraie révolution, elle est là. Hein, c'est cette transformation globale. On revit, même c'est un peu plus fort que quand Internet est arrivé dans les années 2000, puisque certes, c'est une révolution très transverse qui touche tous les secteurs d'activité, mais là, on est en train de redistribuer les cartes parce qu'on fait des vraies économies et on sécurise. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et surtout que c'est normalement le web aurait dû être créé comme on a le web d'aujourd'hui, mais il y a eu forcément des partis pris. Sur toutes les cas d'usage, donc on pourra en reparler, je vous dis, de vive voix. N'hésitez pas à nous contacter à la fin de cette présentation, justement pour rentrer plus dans le détail, comment quel service nous allons développer, sur quoi on souhaite aller, puisque on a beaucoup de choses à réaliser, hein, que ce soit les exemples, les derniers exemples que j'ai eus, c'est des associations qui souhaitent faire des dons en crypto, les transformer effectivement en fiat pour pouvoir les utiliser. La vraie question, par exemple, un blocage qu'on peut avoir, c'est au niveau fiscal. Aujourd'hui, cette donation en France n'a pas de... si on donne en crypto, on n'a pas l'exonération, les 50% qu'on peut avoir, voire plus, alors que c'est le cas des autres monnaies. Donc, ça fait partie des chantiers qu'on souhaiterait faire avancer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à réaliser, et puis c'est intéressant intellectuellement. Alors, bon, ça on a vu. Je pense que tu peux passer cette slide parce que c'est sur la conclusion. Je te laisse. Oui, je prends la main. Donc, en conclusion, donc vous avez les valeurs de la banque, le fait que ce soit effectivement une banque qui a 100 ans, avec une gouvernance familiale, qui choisit sa stratégie, qui a un associé gérant qui a des connaissances dans l'environnement crypto, donc il y aura pas de stop and go. On s'inscrit dans la durée, les investissements réalisés sont conséquents et sont là pour s'inscrire dans la durée, parce qu'on sait que le Web3 c'est ce qu'il nous faut, et on souhaite être le moteur bancaire en tout cas sur cette activité-là. Donc on sera là pour faire du sur-mesure, pour nous adapter à chaque situation, à faire face d'expertise pour pouvoir vous accompagner au mieux. En termes d'innovation technologique, donc là on va un petit peu se répéter parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais la banque de l'UBAC, donc au-delà de l'offre, donc je sais pas si on pourra en parler un petit peu plus peut-être en bilatéral, mais il y aura des sujets, on va dire, innovants qui vont permettre de sécuriser au sein d'une banque traditionnelle une partie des crypto-monnaies, et ça c'est aussi un enjeu fort en termes de patrimoine aussi, parce que dans un couple par exemple, vous avez peut-être monsieur ou madame qui est fin connaisseur en crypto-monnaie, mais pas forcément son conjoint ou sa conjointe, si la clé est perdue ou si la personne ne se rend pas compte. Donc on a beau faire des gains, c'est important de sécuriser, et le fait d'être adossé à un tiers de confiance, ça permet effectivement de maintenir et de sécuriser la succession en cas de disparition. Donc il y a plein de sujets au-delà de la crypto-monnaie que la banque souhaite développer pour accompagner aussi d'un point de vue patrimonial les dirigeants, les entreprises, et voilà. Donc ça c'est sur la partie innovation, et donc la banque continue de faire du lobbying auprès de l'ADAN, et on fait beaucoup d'événements pour justement montrer que vous n'êtes pas boudés par les banques, que nous sommes là, et ce ne sont pas que des mots. On est vraiment crypto-friendly, c'est pas juste écrit sur des slides. La banque a vraiment ça dans son ADN, et on est fiers d'être la première banque à afficher ce statut PSAN, et j'espère qu'on aura l'agrément incessamment sous peu. Voilà, donc si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas. Oui, effectivement, vous pouvez venir nous voir. Ah, une question. Bon, j'espère de savoir, est-ce que la banque privée de la BAC, il y a le fonds de venture capital, fonds d'investissement pour le projet de Web3,
ou seulement traiter le service bancaire pour la société Web3? Mon deuxième question, j'espère de savoir, est-ce qu'il y a le fonds d'investissement, comme fonds privés pour les produits quantitatifs pour le crypto dans votre banque? Ok, c'est mon deux questions. Merci beaucoup. Alors, merci pour la question. Je vais répondre. Alors, les deux questions, parce qu'il y a les deux questions. La première, c'est la banque n'a pas pour vocation d'être faire du venture capital, c'est-à-dire de prendre des tickets sur l'ensemble des projets qu'elle semble intéressants. Néanmoins, on regarde des dossiers qui peuvent plutôt en partenariat, sur lesquels on ne peut pas développer nous en interne pour plein de raisons, et s'appuyer sur l'expertise externe. Donc, on fait plutôt des partenariats. Alors, il peut avoir aussi une participation en equity dans ce cadre-là, mais c'est pas la volonté de la banque. On n'est pas un fonds de private equity. Pour répondre sur la deuxième question, la banque détient effectivement en son compte propre plusieurs crypto-monnaies, parce que forcément, faut pouvoir qu'on assure un service d'achat et de vente en crypto. On est obligé aussi de pouvoir en avoir pour assurer une certaine liquidité, etc. Donc on en a. Donc on a un fonds et tout ça est réservé dans la banque, au sein de la banque. Ouais. Si je ne sais pas si j'ai répondu à la question, les deux questions. C'est bon. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions particulières ou sinon n'hésitez pas, je vous dis, à venir nous voir. En sachant qu'on serait ravis nous d'écouter si vous avez des idées en tête que vous souhaitez réaliser sur le Web3, vous êtes en incapacité de le faire aussi au sein de votre startup, ou vous n'osez pas prendre le pas de créer votre propre société, parce qu'on n'a pas tous des qualités entrepreneuriales, hein, c'est compliqué, c'est un vrai faut c'est une autre casquette. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, parce que nous ça peut nous intéresser, on peut peut-être vous accompagner aussi dans ce sens-là. Si on voit des cas d'usage propres à la banque. Alors, on reste très focus, hein, vous l'aurez compris, sur la verticale finance, blockchain, mais en sachant qu'il y a de quoi faire, parce que il y a vraiment le champ des possibles, et que vous l'aurez bien compris, c'est que contrairement aux autres banques traditionnelles, nous, c'est vraiment dans notre ADN. C'est en haut de la pyramide, vous avez donc le mineur Bitcoin qui est le décisionnaire, et surtout, c'est toute la banque qui est en train d'investir dedans. Donc, on forme les équipes, on recrute énormément de devs, de différents acteurs du Web3 parce que on en a besoin. Et voilà, donc on est très ouvert aux idées, à vos propositions de valeur. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, juste une chose que j'ai pas précisé, c'est que on ne fait pas uniquement du franco-français, on sait faire aussi de l'international. Ah oui. Donc, même des entreprises qui ont leur siège social à l'étranger, on a la capacité de les accompagner, tout en respectant bien évidemment la réglementation française, mais on peut effectivement accompagner les sociétés françaises, mais pas que. Donc, si effectivement vous avez besoin d'avoir ce côté banque PSAN, eh bien la banque de Lubac a les moyens d'accompagner des sociétés qui sont basées à l'étranger. Ah. Votre sujet, c'est très intéressant pour moi. J'espère de savoir, c'est quoi ça, le PMI, le licence de PASAN, c'est quoi ça? Je comprends pas. Oh, oui. Alors, la licence PSAN, c'est prestataire de services d'actifs numériques. Alors, le pendant, c'est été créé par les autorités de tutelle donc en France, voilà, par l'AMF, pour statuer donc pour les sociétés d'actifs numériques qui proposaient, que ce soit de l'exchange, du deposit et autres. Ils ont créé un agrément qu'on appelle prestataire de services d'actifs numériques. Le pendant dans la finance traditionnelle, c'est le PSI, prestataire de services d'investissement. Donc c'est juste une structure qui a été créée. Enfin, c'est pas une structure, c'est plutôt nommé une typologie d'acteurs. Alors, mais c'est spécifique à la France, à ma connaissance. Je crois que dans les autres pays, c'est d'autres statuts. Et la MICA va harmoniser tout ça. Un grand merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question.